À mon dîner d'anniversaire, maman a souri, on ne t'a rien offert l'argent. Je m'appelle Adrien. J'ai 27 ans, et toute cette histoire a commencé le jour de mon anniversaire. Je n'oublierai jamais la façon dont ma mère s'est penchée par-dessus la table du petit restaurant italien qu'elle avait choisi, souriant comme si de rien n'était, et a dit « On ne t'a rien pris cette année. Les temps sont durs. » Ces mots m'ont frappé plus durement que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas l'absence de cadeaux qui m'a blessé. Je n'ai jamais été matérialiste. C'était le ton. La manière dont elle l'a dit, presque joyeusement, comme si c'était une blague sans conséquence. Tous les autres à table ont gloussé et j'ai forcé un sourire, même si quelque chose en moi s'est effondré. J'ai balayé ça d'un hochement de tête en me disant « Ce n'est pas grave. Tu es un adulte. Les anniversaires ne sont plus censés compter. » Mais cette petite piqûre n'a jamais vraiment disparu. J'ai toujours été celui, dans la famille, qui envoie de l'argent quand les choses se compliquent. Quelques mois plus tôt, mon père m'avait appelé à l'improviste pour me dire que les factures s'accumulaient, que les heures de travail de maman avaient été réduites, et qu'il prenait du retard. Je n'ai même pas hésité. J'ai viré plusieurs milliers d'euros de mon épargne. Je me suis dit que c'est ce qu'on fait pour sa famille. On prend ses responsabilités, on se sacrifie un peu pour que les autres puissent respirer. C'est comme ça qu'on m'a élevé. Ou du moins, c'est ce qu'ils m'ont toujours dit en grandissant. La famille d'abord. C'était pratiquement notre devise. Et j'y croyais. Alors, assis là, à mon dîner d'anniversaire, en les écoutant me dire qu'ils ne pouvaient rien se permettre, je me suis rappelé cette même devise. Peut-être que les temps étaient vraiment encore difficiles. Peut-être que l'argent que j'avais envoyé n'était tout simplement pas suffisant. Je me suis dit que ça ne me concernait pas, que je ne devais pas être égoïste, que la famille traverse les épreuves ensemble. Pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la façon dont mon jeune frère, Kyle, a passé toute la soirée à scroller sur son téléphone, affichant un sourire en coin de temps en temps devant quelque chose qu'il ne partageait pas. Il a 23 ans, et disons simplement que la responsabilité n'a jamais été son point fort. Mais c'est le Benjamin de la famille, celui qui a toujours été protégé. Quand il a accidenté sa voiture l'année dernière, mes parents sont intervenus et l'ont tiré d'affaire sans une seconde d'hésitation. Quand il a abandonné l'université, ils ont rejeté la faute sur les professeurs, l'environnement, n'importe qui sauf lui. Pendant ce temps, quand j'ai cumulé 2 emplois pendant mes propres années d'université, ils m'ont dit que ça forgeait le caractère. Ce soir-là, j'ai chassé ces pensées, essayant de profiter des spaghettis à la carbonara devant moi. Mes parents riaient. Kyle levait à peine les yeux et j'essayais de me rappeler que le temps en famille comptait plus que les biens matériels. Après tout, les anniversaires, ce n'est pas une question de cadeaux. C'est ce que je me répétais en boucle dans ma tête. Mais l'univers a une drôle de façon de vous retirer le tapis de sous les pieds juste au moment où vous essayez de tenir bon. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un vieil ami de Kyle. C'était le genre de type incapable de garder un secret, même si sa vie en dépendait. « Salut mec », a-t-il dit en riant au téléphone. « Tu as vu la montre que ton frère a eue ? Ce truc est dingue. » J'ai cligné des yeux, confus. « Quelle montre ? » Il a ri de nouveau, comme si je plaisantais. « La Rolex, mec. Il l'a montrée à tout le monde hier soir. Il a dit que tes parents l'avaient surpris avec. On dirait qu'ils ont enfin arrêté de le materner avec des trucs bon marché. » J'ai eu l'estomac noué. J'ai à peine réussi à marmonner quelque chose avant de raccrocher. Mes mains tremblaient en ouvrant les réseaux sociaux. Et bien sûr, il y avait Kyle, posant avec son nouveau jouet. La légende, aussi suffisante que jamais, quand tes parents savent que tu mérites le meilleur. Mes yeux sont allés directement aux commentaires. Les gens s'extasiaient, le félicitaient, lui demandaient comment il avait réussi à en avoir une. Et puis, à l'arrière-plan d'une des photos, j'ai remarqué la boîte, le ticket de caisse dépassant encore de l'intérieur. La même écriture que j'avais vue sur d'innombrables notes de famille. Celle de maman. C'est à ce moment-là que la piqûre de la veille s'est transformée en quelque chose de plus aiguisé. Je n'étais pas en colère contre la montre elle-même. Ce n'était pas de la jalousie. J'ai travaillé assez dur pour m'acheter de belles choses quand j'en ai envie. Non, c'était la prise de conscience. L'argent que j'avais envoyé, l'argent qui, selon eux, servait à payer l'électricité, à couvrir les factures, à soulager leurs difficultés, avait servi à enrouler une Rolex autour du poignet de Kyle. Mon dîner d'anniversaire où, les temps étaient durs,
prenait soudain tout son sens. Mon silence à table me semblait soudain être une blague dont ils étaient tous complices. Et cette prise de conscience m'a profondément blessé. Je n'ai rien dit tout de suite. C'est comme ça que j'ai toujours été. Je laisse les choses décanter, je les retourne dans ma tête jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Au début, j'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'ils ont partagé l'argent. Peut-être que ce n'était pas la totalité. Peut-être que papa a eu une prime. Peut-être que Kyle a participé. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que j'essayais juste de me protéger de la vérité. J'avais été joué, manipulé par les personnes mêmes qui m'avaient élevé. Et cette pensée m'a suivi comme une ombre pendant la semaine qui a suivi. Au travail, je me surprenais à décrocher en réunion, me demandant depuis combien de temps cela durait. La nuit, je fixais le plafond, rejouant des moments du passé. Les fois où j'avais sauté des vacances pour leur envoyer de l'argent. Les fêtes où je m'étais privé pour qu'ils puissent avoir plus. La façon dont maman disait toujours « Nous sommes fiers de toi, Adrien. Tu es le responsable. » Avant, je portais cette phrase comme une médaille. Maintenant, elle ressemblait à un piège. Être responsable était juste un code pour être le filet de sécurité personnelle de la famille. Chaque texto de leur part, chaque appel téléphonique a commencé à sonner différemment. Ce qui me semblait être une conversation familiale normale résonnait maintenant comme des demandes voilées, des attentes cachées. J'ai commencé à remarquer des schémas que j'avais ignorés auparavant. Kyle se vantant de choses qu'il avait gagnées, alors que je savais au fond de moi d'où venait cet argent. Maman balayant mes inquiétudes chaque fois que je remettais en question certaines dépenses qui ne collaient jamais. Papa restant silencieux chaque fois que je posais des questions directes, se contentant de changer de sujet pour me dire à quel point ils étaient fiers de moi. Et sous tout cela, il y avait cette question lancinante que je n'arrivais pas à chasser. S'ils pouvaient me mentir à ce sujet, sur quoi d'autres ont-ils menti? Cette pensée était encore dans ma tête quand j'ai finalement décidé de passer chez eux un soir, à l'improviste. Je me suis dit que c'était juste pour crever l'abcès, pour leur donner une chance de s'expliquer, peut-être même de s'excuser. Mais au fond de moi, je connaissais déjà la vérité. Quand je me suis garé dans l'allée, je l'ai vu instantanément. Kyle, appuyé contre le capot de sa voiture, faisant miroiter cette Rolex dans le soleil du soir comme si elle faisait partie de son ADN. Il m'a repéré et a affiché un sourire suffisant. « Salut, grand frère », a-t-il dit, levant le poignet avec une fierté simulée. « Elle te plaît, mon nouveau jouet ?» Je l'ai fixé un instant, la bouche sèche, la poitrine serrée. C'est à ce moment-là que maman est sortie sur le porche, les bras croisés, les yeux plissés vers moi comme si elle savait déjà pourquoi j'étais là. Je n'avais même pas encore dit un mot. Mais d'une manière ou d'une autre, je sentais toute la tempête qui se préparait dans ce silence. Et c'est là que tout a commencé à s'effilocher. Je suis resté là, dans l'allée, à regarder Kyle admirer le scintillement de sa Rolex comme si c'était le joyau de la couronne de son existence. Il ne me regardait même pas comme des frères devraient le faire. Il n'y avait aucune chaleur, juste cette fierté arrogante, comme s'il avait gagné un jeu dont je ne savais même pas que nous étions en train de jouer. J'ai serré les poings, mais je me suis forcé à garder une voix calme. « Belle montre », ai-je dit d'un ton neutre. Mes mots avaient du poids, cependant, et tout le monde a entendu le sous-entendu. Maman est intervenue rapidement. Trop rapidement. « N'est-ce pas qu'elle est magnifique ?» dit-elle, sa voix stridente d'une gaieté forcée. « Il la mérite. Il a été sous tellement de stress dernièrement. » « Du stress, Kyle ?» J'ai failli rire. Il travaillait à temps partiel dans une salle de sport, passait la plupart de ses journées à publier des citations de motivation à moitié cuites sur les réseaux sociaux, et vivait gratuitement sous leur toit. Pendant ce temps, je payais mes propres factures, jonglais avec de longues heures de travail, et continuais d'envoyer de l'argent à la maison chaque fois qu'ils laissaient entendre qu'ils étaient à court. Je me suis mordu la langue, mais quelque chose en moi s'est fissuré. Papa est apparu ensuite, sortant sur le porche avec son soupir fatigué habituel. Il a jeté un regard entre moi et maman, puis à Kyle avant de marmonner, « Ne commençons pas une dispute. Nous devrions être fiers de Kyle. » Ce mot encore, fier. Il le lançait comme des confettis quand il s'agissait de lui. Pour moi, la fierté venait toujours avec des conditions. Fier que je sois fiable. Fier que je travaille dur. Fier que je puisse me débrouiller sans aide. Pour Kyle, cela signifiait indulgence. Cela signifiait justification.
Cela signifiait des excuses déguisées en amour. Je me suis approché, baissant la voix. L'argent que j'ai envoyé. C'était pour ça? L'atmosphère a changé. Les yeux de maman ont vacillé juste une seconde, puis elle a serré la mâchoire. Ne sois pas dramatique. Nous avons beaucoup sacrifié pour toi au fil des ans. Tu ne penses pas que ton frère mérite quelque chose de bien pour une fois? Les mots m'ont percuté. Pour une fois. Kyle avait été choyé depuis sa naissance. Je me souviens, quand j'avais 16 ans, d'avoir économisé pendant des mois pour m'acheter un ordinateur portable d'occasion pour l'école. Pendant ce temps, Kyle, à 13 ans, avait supplié pour la dernière console de jeu, et il l'avait eue, emballée dans du papier brillant, sans poser de questions. Ce schéma n'avait pas changé, mais maintenant ils utilisaient mon argent durement gagné pour le perpétuer. Kyle a finalement pris la parole, riant en tapotant le cadran de la montre. Détends-toi, Adrien. Tu gagnes bien ta vie. Qu'est-ce que c'est, quelques milliers pour toi? D'ailleurs, tu n'achèterais même pas un truc comme ça pour toi. Tu es trop ennuyeux pour ça. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne se sentait pas seulement en droit d'avoir des choses. Il se sentait en droit de disposer de moi. De mes sacrifices, de mon silence, de mon rôle de frère qui encaisse les coups pour qu'il puisse briller. Je voulais m'en aller, mais maman n'avait pas fini. Elle a descendu les marches, sa voix basse mais ferme. Tu penses toujours que tu es la victime. Ce n'est pas le cas. Tu es juste fiable. C'est ce que tu es. C'est ton rôle. Arrête de le prendre en grippe. Ton rôle. Comme si j'étais un personnage dans un scénario qu'ils avaient écrit il y a des années et que je devais continuer à jouer pour toujours. Adrien le responsable, le réparateur, le pourvoyeur, celui qui accepte tranquillement que, les temps sont durs, pendant que son frère exhibe une Rolex achetée avec ce même argent rare. Quelque chose a brûlé dans ma poitrine, mais au lieu d'exploser, je l'ai ravalé. J'ai appris que la rage leur donne des munitions. Elle vous fait paraître déraisonnable pendant qu'ils jouent les victimes calmes et rationnelles. Alors, j'ai reculé et j'ai simplement hoché la tête. Compris, ai-je dit. Ma voix s'est brisée juste assez pour qu'ils pensent avoir gagné. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Une ligne que je ne savais même pas exister avait été franchie. Les semaines suivantes n'ont fait qu'enfoncer le couteau plus profondément dans la plaie. Chaque appel, chaque visite portait ses petites piques. Un soir, maman a demandé nonchalamment si je pouvais à nouveau aider avec la facture d'électricité. Quand j'ai hésité, elle a soupiré et a dit « Eh bien, je suppose que Kyle pourra la couvrir s'il vend sa montre. » Elle l'a dit avec ce regard accusateur, me défiant d'être la raison pour laquelle son Golden Boy perdrait son trophée. J'ai payé, bien sûr, non plus par devoir, mais parce que je n'étais pas prêt à abattre mes cartes. Pas encore. Une autre fois, papa a mentionné à quel point il était fier que Kyle trouve enfin sa voie. C'était après que Kyle se soit vanté d'avoir quitté son travail à la salle de sport parce qu'il avait besoin d'espace pour penser à de plus grandes choses. Ils l'ont applaudi comme s'il venait d'être admis en droit. Pendant ce temps, quand j'ai mentionné une promotion pour laquelle je travaillais depuis des mois, la pièce est devenue silencieuse. Maman a finalement souri et a dit « C'est bien, Adrien, mais ne te tue pas à la tâche. » Puis elle s'est retournée vers Kyle pour lui demander ses projets. Et Kyle, il s'en délectait. Il a commencé à me lancer des piques chaque fois que j'étais là. « Ça doit être sympa de m'avoir pour te donner un but, » a-t-il dit une fois en souriant. Ou « Ne t'inquiète pas, frérot. Je continuerai à mener la grande vie pour que tu aies quelque chose à quoi aspirer. » C'était de la provocation, pure et simple. J'ai aussi remarqué à quelle vitesse maman le défendait dès que je haussais un sourcil. « Il plaisante, c'est tout, disait-elle. Ne sois pas si susceptible. » Cette phrase, « Ne sois pas si susceptible », est devenue un bouclier derrière lequel il se cachait. Une façon de me gaslighter pour me faire croire que je surréagissais. Mais je ne surréagissais pas. J'observais, j'apprenais, je voyais des schémas que j'avais ignorés auparavant. Plus il poussait, plus je devenais silencieux. Plus je devenais silencieux, plus il devenait audacieux. Et plus il devenait audacieux, plus il devenait clair ce qui devait arriver. Le tournant est survenu un dimanche après-midi où je suis passé pour le dîner. Kyle est arrivé en retard, se pavanant avec une nouvelle veste de créateur, les étiquettes encore pendantes. Maman a poussé un cri de joie comme si c'était le matin de Noël. « Oh, Kyle, c'est magnifique !» Papa a gloussé,
toujours aussi élégant, mon fils. Puis Kyle m'a lancé un sourire narquois, se penchant assez près pour que je sois le seul à entendre. Payé avec ton argent, aussi. Santé, grand frère. Je me suis figé. Ma fourchette a heurté l'assiette avec un bruit sec. Personne d'autre n'a semblé remarquer. Mais à cet instant, quelque chose en moi s'est immobilisé. Pas brisé, pas vaincu, juste immobile. Parce que finalement, je savais exactement ce que j'allais faire. Les semaines après ce dîner, j'avais l'impression de me déplacer dans un brouillard. J'allais au travail, respectais les délais, hochais la tête dans les conversations, mais en dessous, mon esprit revenait sans cesse à ce sourire suffisant, à Kyle me chuchotant à l'oreille comment il avait acheté sa nouvelle veste avec mon argent. Cette pensée ne me dérangeait pas seulement, elle me hantait. Chaque fois que j'essayais de me convaincre que ça ne valait pas l'énergie, le souvenir se rejouait, plus net et plus laid. J'ai commencé à m'éloigner de ma famille, non pas par stratégie, mais par survie. Les appels restaient sans réponse. Les messages restaient lumés ignorés. Je me suis dit que j'avais besoin d'espace, et pendant un petit moment, ça a fonctionné. Je pouvais presque respirer à nouveau, comme si je me taillais un petit coin de paix qui n'appartenait qu'à moi. Mais les familles toxiques ne lâchent pas prise si facilement. C'est un samedi matin que la trahison m'a frappé comme un train de marchandises. Je venais de me réveiller, encore à moitié endormi, quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. C'était ma banque. Monsieur Rivers, a commencé poliment la femme au bout du fil. Nous confirmons juste un achat important qui a été signalé sur votre carte. Une commande d'électronique de luxe d'un total d'un peu plus de $6 000. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis assis dans mon lit, me frottant les tempes. Je n'ai pas fait cet achat. Il y a eu une pause à l'autre bout. D'accord. Merci de confirmer. Nous allons geler le compte immédiatement. Souhaitez-vous que nous déclarions cela comme une fraude? Attendez, où la commande a-t-elle été faite? Elle a récité l'adresse de livraison et mon estomac s'est contracté. C'était la maison de mes parents. Je crois que j'ai oublié de respirer une seconde. Oui, ai-je dit d'une voix faible. Déclarez-le comme une fraude. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assis là, à fixer le mur. Mes parents avaient accès à mes informations. Il y a des années, quand je les avais aidés à refinancer certaines factures, ils avaient insisté pour que je partage certains détails. Je n'y avais jamais réfléchi à deux fois. La famille se fait confiance, n'est-ce pas? Mais maintenant, j'avais la vérité, froide et indéniable. Ils avaient utilisé mon identité, mon argent. Sans demander, sans hésiter. J'y suis allé cet après-midi-là, la colère bouillonnant mes contenus, comme de la lave sous la roche. Maman était dans la cuisine, fredonnant en remuant une casserole de sauce. Papa était assis dans son fauteuil, regardant le match. Kyle était affalé sur le canapé, jouant avec sa Rolex comme si c'était un tic nerveux. Je n'ai pas pris la peine de faire des politesses. Qui a utilisé ma carte? Ma voix était stable, mais le silence qui a suivi m'a tout dit. La cuillère de maman s'est figée en plein mouvement. Papa s'est agité dans son fauteuil, soudain fasciné par la télévision. Kyle n'a même pas levé les yeux. Finalement, maman a parlé. C'était juste plus simple comme ça. On te remboursera, Adrien. Les mots sonnaient creux. J'ai ri. J'ai vraiment ri, bien qu'il n'y ait aucun humour là-dedans. Me rembourser avec quoi? L'argent que je n'arrête pas de vous envoyer? Kyle a enfin levé les yeux, un sourire suffisant aux lèvres. Relax, grand frère. Ce n'est pas comme si tu étais sur la paille. Tu devrais être reconnaissant qu'on te fasse assez confiance pour s'appuyer sur toi. Reconnaissant. Ce mot s'est tordu en moi. Il voulait que je sois reconnaissant de me faire voler. Papa est finalement intervenu, la voix basse. N'exagère pas les choses. La famille partage. C'est ce que nous faisons. Je l'ai regardé, incrédule. Partager? Le partage, c'est quand les deux personnes sont d'accord. Ça, c'est du vol. Maman a répliqué sèchement, sa voix aiguë et défensive. Arrête d'être si dramatique. Nous t'avons élevé. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. Et c'est comme ça que tu nous traites? En agissant comme si nous étions des criminels dans notre propre maison. La pièce est devenue floue un instant. Je n'avais plus affaire à une simple montre,
ou à du favoritisme, ou même à de la manipulation. C'était de la trahison dans sa forme la plus brute. Il m'avait pris des choses, avait franchi toutes les limites, et au lieu de remords, il me retournait la situation. Faisant de moi le méchant pour avoir osé le dénoncer. C'est là que Kyle s'est levé, époussetant une poussière imaginaire de sa manche. Il s'est approché de moi, assez près pour que je voie la suffisance qui émanait de lui. Il a levé son poignet, me brandissant la Rolex au visage. Rends-toi à l'évidence, Adrien. Tu ne nous arrêteras jamais. Tu es le responsable. C'est ton travail. C'est ce que tu es. Et au fond de toi, tu continueras à le jouer. Parce que sans nous, tu n'aurais rien. C'est le sourire suffisant qui a tout fait basculer. Le même sourire que j'avais vu à mon anniversaire. Le même sourire quand il avait chuchoté à propos de la veste. Ce sourire est devenu le symbole de chaque trahison, de chaque manipulation, de chaque fois que j'avais ravalé ma fierté pour le bien de la famille. Je suis parti sans un autre mot. Si j'étais resté, je ne suis pas sûr de ce que j'aurais fait. Cette nuit-là, allongé éveillé dans le noir, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant et de libérateur à la fois. Il n'allait pas s'arrêter. Non pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il ne le voulait pas. Je n'étais plus un fils ou un frère pour eux. J'étais un distributeur de billets avec un pouls. Et pour la première fois, j'ai arrêté de me demander pourquoi il ferait ça. J'ai commencé à me demander comment j'allais faire pour que ça cesse. C'est cette nuit-là que j'ai commencé à planifier. Après cette nuit, je me sentais vide. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était une sorte d'engourdissement, comme si quelqu'un avait vidé tout ce qui était en moi et laissé une coquille vide se promener. Au travail, j'étais un fantôme. J'assistais à des réunions en fixant les notes devant moi sans entendre un mot. Quand mes collègues me demandaient si j'allais bien, je forçais un sourire et disais que j'étais juste fatigué. C'était plus facile que d'essayer d'expliquer le genre d'épuisement qui vient quand votre propre famille vous poignarde dans le dos. À la maison, le silence était plus lourd. Je rentrais dans mon appartement, posais mes clés sur le comptoir, et restais assis là à ne rien regarder. Je ne prenais même pas la peine de cuisiner la moitié du temps. Je prenais à emporter, scrollant sur mon téléphone sans voir les mots. Et de temps en temps, j'ouvrais l'Instagram de Kyle. Il postait sans arrêt des photos de la Rolex, de la veste, de nouvelles chaussures, de dîner au restaurant. Les légendes étaient ce qui piquait le plus. Le travail acharné paie. Quand tu gagnes, il déteste voir ça. Né pour briller. Et pendant tout ce temps, je savais exactement quel travail acharné finançait tout ça. Les retombées financières sont arrivées rapidement. Avec mon compte gelé et les enquêtes pour fraude en cours, j'ai passé des semaines à me débattre. J'ai dû appeler mon propriétaire, expliquer pourquoi le loyer serait en retard de quelques jours. J'ai dû puiser dans mon épargne d'urgence juste pour couvrir les dépenses de base jusqu'à ce que la banque règle les choses. Et pourtant, une partie de moi hésitait à couper complètement les ponts avec mes parents. Une petite partie stupide de moi continuait de penser, ils vont réaliser ce qu'ils ont fait. Ils vont s'excuser. Ils vont arranger les choses. Mais ce moment n'est jamais venu. Au lieu de cela, maman a appelé un après-midi. Son ton était désinvolte, presque joyeux. Adrien, la facture d'électricité est arrivée plus élevée que d'habitude ce mois-ci. Peux-tu la couvrir? Je suis resté assis, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Non, ai-je dit sèchement. Il y a eu un silence à l'autre bout, puis sa voix s'est faite plus aiguë. Non. Adrien, ne sois pas égoïste. Tu sais, Kyle est entre deux boulots en ce moment. On ne peut pas lui mettre ce genre de stress. Quelque chose en moi a craqué. Maman, je ne peux plus continuer à faire ça. Je ne peux plus continuer à envoyer de l'argent juste pour que tu le donnes à Kyle. Je sais ce qui se passe. Sa voix s'est élevée. N'ose pas parler de ton frère comme ça. Il essaie, Adrien. Il a toujours essayé. Tu as eu des opportunités qu'il n'a pas eues, et tu ne le vois même pas. Tout ce que tu as, c'est parce que nous nous sommes sacrifiés pour toi, et maintenant tu veux nous tourner le dos? J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'asseoir. J'ai réalisé alors que peu importe ce qu'il faisait, il réécrirait toujours l'histoire pour faire de moi le méchant. À leurs yeux, je n'étais pas le fils qui aidait. J'étais l'égoïste qui n'en faisait pas assez.
Cette prise de conscience m'a plongé dans le creux le plus profond où j'ai jamais été. J'ai arrêté de répondre à leurs appels. J'ai arrêté de vérifier les publications de Kyle, même si l'envie me brûlait. J'ai commencé à marcher tard le soir juste pour me vider la tête, errant dans les rues calmes jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal. Je ne savais pas ce que je cherchais. Peut-être un morceau de moi que j'avais perdu en chemin. Un soir, je me suis retrouvé devant une librairie, les lumières encore allumées, bien que ce soit presque la fermeture. Sur une impulsion, je suis entré. Mes yeux ont parcouru les étagères jusqu'à ce qu'ils se posent sur un livre sur les limites. Comment les fixer, comment les maintenir, comment arrêter de laisser les gens prendre de vous jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je l'ai acheté et j'en ai lu la moitié cette nuit-là, recroquevillé dans mon lit avec la lampe allumée. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une lueur de contrôle. Lentement, j'ai commencé à rassembler les morceaux. J'ai appelé la banque, renforcé la sécurité de chaque compte, changé chaque mot de passe. J'ai tiré mon rapport de crédit, cherchant tout ce que je ne reconnaissais pas, et bien sûr, c'était là. 2 cartes de crédit que je n'avais pas ouvertes, toutes 2 liées à l'adresse de mes parents. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que ma vision se brouille, puis j'ai déposé des contestations avec des mains tremblantes. Le processus était lent et humiliant. Chaque fois que je devais expliquer à un représentant que mes propres parents avaient ouvert des comptes à mon nom, je me sentais un peu plus petit. Mais à chaque appel, à chaque étape, je construisais aussi quelque chose en moi, quelque chose de plus fort, de plus aiguisé. J'ai commencé à écrire des choses, des dates, des montants, des conversations. Je gardais tout dans un dossier rangé dans mon bureau, étiqueté simplement « Famille ». Au début, je ne savais pas pourquoi je le gardais. Peut-être qu'une partie de moi voulait juste que la vérité existe quelque part en dehors de ma propre tête, où personne ne pourrait me gaslighter pour me faire douter. Mais plus j'ajoutais, plus cela commençait à ressembler à autre chose, comme une préparation. Et pourtant, même en rassemblant mon arsenal silencieux de preuves, je sentais le poids de la solitude m'oppresser. Je ne pouvais pas en parler à mes amis. J'avais trop honte. Qui admet que ses propres parents le volent? Qui veut être le type qui dit « Oui, la Rolex de mon frère. C'est moi qui l'ai payée. » Alors, je portais ça seul, l'amertume se resserrant chaque jour un peu plus. Le point le plus bas est arrivé un soir quand j'ai ouvert mon frigo et l'ai trouvé presque vide. Juste quelques œufs, quelques condiments, une bouteille d'eau. J'avais été tellement absorbé par tout le reste que je n'avais même pas remarqué à quel point je mangeais peu. Ma propre famille se régalait de luxe pendant que je sautais des repas pour garder la tête hors de l'eau. Je me suis assis sur le sol de la cuisine, le dos contre les placards. Et pour la première fois, je me suis laissé pleurer. Pas seulement de colère, mais de chagrin. Le chagrin pour la famille que je pensais avoir. Mais les larmes ne durent qu'un temps. Quand elles ont séché, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'étais pas brisé. J'étais meurtri, abattu, mais pas brisé. Et s'ils pensaient que j'allais jouer mon rôle pour toujours, leur cédant tranquillement ma vie pendant qu'ils souriaient et prenaient plus, ils avaient tort. Alors, j'ai gardé la tête basse. J'ai continué à travailler. J'ai continué à économiser. Et pendant tout ce temps, j'ajoutais à ce dossier, pièce par pièce, fait par fait. Je ne savais pas exactement quand ni comment, mais je savais qu'un jour j'en aurais besoin. Parce que tôt ou tard, viendrait un moment où il faudrait arrêter de souffrir et commencer à agir. Les semaines se sont transformées en mois, et bien que la douleur de la trahison persista comme un bleu que je ne pouvais cacher, quelque chose en moi a commencé à changer. Je n'étais plus la version vide de moi-même qui s'était assise sur le sol de la cuisine à regarder un frigo vide. J'avais touché le fond. Et aussi étrange que cela puisse paraître, il y avait une sorte de liberté là-dedans. Quand on a perdu l'illusion que la famille vous protégera, on arrête d'attendre qu'elle vous sauve. On réalise qu'il n'y a que vous. Et une fois que j'ai accepté cela, j'ai commencé à remonter la pente. La première étape a été financière. J'ai tout resserré. Plus de virements occasionnels quand maman appelait. Plus d'aide quand Kyle était, entre deux boulots. J'ai redirigé cette énergie vers moi-même. À chaque paie, je mettais de l'argent sur des comptes d'épargne qu'ils ne pouvaient pas toucher. J'ai remboursé mes dettes plus rapidement. J'ai fait des recherches sur les investissements tard le soir, m'apprenant des choses que j'aurais dû apprendre des années auparavant, mais que je n'avais jamais pris la peine de faire parce que j'étais trop occupé à amortir la vie de tout le monde. Et la chose la plus étrange s'est produite. Plus je me concentrais sur moi-même,
plus je me sentais léger. J'ai recommencé à dormir. J'ai mieux mangé. Mon esprit, autrefois embrumé par la culpabilité et la frustration, a commencé à s'éclaircir. Le travail est devenu plus facile aussi, sans le fardeau constant du drame familial. J'avais de l'énergie à consacrer à des projets. Mon patron l'a remarqué. À la fin du trimestre, j'ai été promu avec une augmentation qui a fait battre mon cœur quand j'ai vu les chiffres. Je n'en ai pas parlé à ma famille. Je l'ai gardé pour moi comme une flamme secrète, quelque chose de sacré qui n'appartenait qu'à moi. Maman appelait encore de temps en temps, commençant toujours par des banalités avant de glisser une demande. La voiture a besoin de réparation, soupirait-elle. Kyle a été tellement stressé. On essaie de lui faciliter les choses. J'ai appris à dévier avec une fermeté calme. Je ne peux pas aider en ce moment, maman. Je suis concentré sur mes propres affaires. Au début, elle a insisté, son ton tranchant de déception. Mais quand je n'ai pas cédé, quelque chose dans sa voix a vacillé. Je pouvais presque entendre les fissures se former dans sa certitude que je finirais toujours par plier. Pendant ce temps, la vie de Kyle restait le même carrousel d'indulgence. Ses réseaux sociaux étaient pleins de photos, de voyages, de vêtements, de dîners tapas accent grave l'œil. Mais en y regardant de plus près, j'ai vu le vide dans ses légendes. Il ne parlait plus autant de succès. Les commentaires de ses amis devenaient plus sceptiques. « Tu n'as pas juste quitté ton travail ? Comment tu peux te permettre tout ça ?» Pour la première fois, des gens en dehors de notre famille commençaient à voir clair en lui. Cela m'a donné une satisfaction tranquille, mais je n'ai pas exulté. Pas encore. Je suis resté silencieux, observant, attendant. J'ai aussi commencé à travailler sur moi au-delà de l'argent. Je me suis inscrit à une salle de sport, quelque chose que j'avais toujours repoussé parce que j'étais trop fatigué ou trop occupé. Au début, c'était des machines maladroites que je ne savais pas utiliser, des routines qui me laissaient endolori pendant des jours. Mais j'ai persisté et bientôt j'ai remarqué les changements. Pas seulement dans mon corps, mais dans la façon dont je me tenais. Pendant des années, j'étais entré chez mes parents le dos voûté, accablé, presque en m'excusant. Maintenant, je me tenais plus droit. Quand je croisais mon reflet, je reconnaissais à peine l'homme qui me regardait. Il avait l'air plus fort, plus sûr de lui, et avec la force est venue la clarté. J'ai recommencé à voir des amis dont je m'étais éloigné. J'ai réalisé à quel point je m'étais isolé, à quel point j'avais eu honte d'admettre ce qui se passait à la maison. Un soir, autour d'un verre, je me suis finalement confié à mon plus vieil ami, Marcus. Je lui ai tout raconté. La Rolex, les cartes volées, la manipulation. Il a écouté sans jugement, son expression se durcissant à mesure que je parlais. « Adrien », a-t-il dit calmement. « Ce n'est pas de la famille. C'est du vol. C'est de l'abus. » L'entendre formuler si crûment m'a secoué. Pendant des années, j'avais été empêtré dans leur récit, convaincu que je surréagissais. Mais les mots de Marcus m'ont ramené à la réalité. J'ai aussi commencé à dire oui à des opportunités que j'aurais refusées auparavant. Un collègue m'a invité à un événement de réseautage, et au lieu de trouver des excuses, j'y suis allé. Ce soir-là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a plus tard offert du travail en freelance. Un revenu supplémentaire qui a encore plus rembourré mon épargne. Une autre fois, je me suis porté volontaire pour diriger un projet au travail. Ça me terrifiait, mais je l'ai réussi. Et la reconnaissance qui a suivi a ouvert des portes dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Chaque succès s'appuyait sur le précédent. Mon dossier à la maison, celui étiqueté « famille », continuait de grossir aussi. Je n'en étais pas obsédé, mais je ne l'ignorais pas non plus. Chaque appel louche de maman, chaque message suffisant de Kyle, chaque reçu ou avis bancaire, tout allait dans le dossier. Un rappel silencieux non pas de qui j'étais, mais de qui ils étaient. Et lentement, une image a commencé à se former. Un avenir où je ne me contenterai pas de survivre à leur trahison, mais où je la retournerai contre eux. Pas de manière imprudente et colérique, mais de manière calculée. S'ils me voyaient comme le responsable, alors j'utiliserais ce rôle à mon avantage. Parce que responsable ne signifie pas seulement fiable. Cela peut aussi signifier dangereux quand on est sous-estimé. Le véritable changement est survenu le jour où je suis retourné chez eux après des mois de distance. Je ne l'avais pas prévu, mais papa a appelé, sa voix inhabituellement douce. Ta mère a fait à dîner. Pourquoi ne viendrais-tu pas ?
J'y suis allé, non par désir, mais par curiosité. Je suis entré, et le changement a été immédiat. Kyle souriait toujours, exhibait toujours sa Rolex, mais je ne ressentais plus la vieille piqûre. Maman a essayé sa culpabilisation habituelle. On ne te voit pas assez, Adrien, mais ça a glissé sur moi comme de l'eau. Je n'étais plus la même personne qu'il pensait pouvoir modeler. Pendant que nous mangions, Kyle s'est penché et a chuchoté, « Je parie qu'on t'a manqué, hein ?» Ces mots étaient censés piquer, mais ils ne l'ont pas fait. J'ai juste souri et dit, « Tu verras. » Il a froncé les sourcils, confus, et pour la première fois, j'ai vu l'incertitude vaciller sur son visage. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai réalisé que je ne faisais pas que remonter du fond. Je m'élevais, tranquillement, régulièrement, avec un but. Ma vie n'était plus la leur à drainer. C'était la mienne à construire. Et bien assez tôt, il réaliserait ce que cela signifiait vraiment. Le changement de pouvoir a été subtil au début, mais une fois qu'il a commencé, je ne pouvais plus l'ignorer. Pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas au chaos de ma famille. Je l'observais, prenant des notes au sens propre comme au figuré. Et quand on cesse d'être leur pion, on commence à remarquer à quel point le jeu est prévisible. Tout a commencé avec l'enquête de la banque. Des mois après avoir déposé des contestations pour les cartes de crédit frauduleuses, j'ai reçu une épaisse enveloppe par la poste. À l'intérieur se trouvaient des relevés, des chronologies détaillées, et la confirmation que mes réclamations étaient valides, que les comptes étaient fermés, que les soldes étaient effacés de mon dossier. Mais ce qui m'a le plus frappé n'était pas l'ardoise effacée. C'était la paperasse elle-même, les signatures, les demandes. Elles étaient bâclées. L'écriture de mon père se distinguait là où elle n'aurait pas dû. Le numéro de téléphone de ma mère était listé comme contact secondaire. Le nom de Kyle apparaissait même comme référence. Ils ne m'avaient pas seulement volé. Ils avaient laissé une trace. J'ai glissé les documents dans mon dossier, famille, qui était devenu entre-temps un classeur, soigneusement englouté, organisé, hermétique. Chaque page ressemblait à une autre brique dans la fondation de quelque chose de plus grand que moi. Pendant des années, il s'était reposé sur l'idée que je ne me défendrais pas, que j'étais trop loyal, trop honteux, trop responsable pour les exposer. Mais la honte cédait la place à la clarté, et la loyauté avait déjà été réduite en cendres. Pendant ce temps, mon travail décollait. Ma promotion m'avait placé dans un rôle où je gérais des budgets, des contrats, des négociations sensibles. J'ai appris à lire les petits caractères comme une seconde langue, à remarquer quand les chiffres ne collaient pas. Ces compétences se sont étendues à ma vie personnelle. J'ai commencé à décortiquer les histoires de ma famille de la même manière que je dissèque un contrat. Quand maman prétendait que la facture d'électricité était plus élevée, je demandais le relevé. Elle hésitait. Quand papa faisait allusion à des dépenses imprévues, je demandais des détails. Il bégayait. C'était comme braquer une lumière sur des cafards. Il se dispersait. Plus je pressais, plus les fissures apparaissaient. Un après-midi, alors que maman était distraite dans la cuisine, j'ai jeté un coup d'œil à la pile de courriers non ouverts sur leur comptoir. Parmi les enveloppes, il y en avait une au nom de Kyle, un relevé de carte de crédit. Mes yeux ont parcouru les chiffres. Des milliers dépensés en restaurants, vêtements, gadgets. Paiement minimum en retard. Je l'ai remise en place avant que quiconque ne remarque, mais l'information s'est gravée dans mon cerveau. Kyle ne vivait pas seulement de leur manipulation à mon égard. Il se noyait dans ses propres dettes. C'était utile. J'ai aussi remarqué une tension entre mes parents quand Kyle n'était pas là. De petits commentaires s'échappaient, comme maman disant « On ne peut pas continuer à le couvrir éternellement ». Ou papa marmonnant « Si Adrien découvre le reste, nous sommes finis ». Le reste. Cette phrase s'est ancrée dans mon esprit. Que avait-il caché d'autre? La réponse est venue un soir où papa est sorti fumer et a oublié son téléphone sur la table. Il a vibré avec une notification et avant que je puisse m'en empêcher, j'ai regardé l'écran. L'objet d'un email m'a sauté aux yeux. Dernier avis. Solde impayé. L'expéditeur était un cabinet d'avocats. Mon pouls s'est accéléré. Ils ne s'appuyaient pas seulement sur moi par cupidité. Ils étaient désespérés. Je n'ai pas ouvert le téléphone, mais j'ai mémorisé le nom du cabinet. Plus tard dans la nuit, dans l'intimité de mon appartement, je l'ai recherché. C'était un cabinet de recouvrement qui gérait de grosses dettes, le genre qu'on ne peut pas simplement écarter avec des excuses.
Soudain, tout s'est éclairci. La Rolex, les virées shopping, les excuses sans fin sur l'argent rare. Mes parents ne finançaient pas le style de vie de Kyle juste par favoritisme. Ils cachaient le fait qu'ils étaient eux-mêmes en grave difficulté financière. Cette connaissance s'est posée sur moi comme une armure. Ils s'étaient toujours positionnés comme ceux qui contrôlaient, distribuant approbation, culpabilité et manipulation à volonté. Mais maintenant, je voyais la vérité. Ils étaient faibles, vulnérables. Et si je le voulais, je pouvais appuyer sur ces fissures jusqu'à ce que toute la façade se brise. À peu près à la même époque, j'ai renoué avec une vieille amie de l'université, Léa, qui travaillait dans l'immobilier. Nous nous sommes retrouvés pour un café, juste pour prendre des nouvelles. Mais alors que nous parlions de son travail, une idée a germé dans mon esprit. Elle a mentionné qu'elle aidait des clients à acquérir des propriétés saisies, des lieux qui avaient été perdus à cause de dettes. J'ai écouté attentivement, posant des questions, apprenant à quel point ces registres étaient publics, à quel point il était facile de retracer la propriété. Avant la fin de notre conversation, je savais deux choses. 1. Léa avait accès à des ressources que je n'avais pas. Et 2. Si mes parents étaient empêtrés dans des dettes, leur nom pourrait ne pas rester longtemps hors de ces registres. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mon classeur de preuves, leur dette croissante, l'image effritée de Kyle, et ma propre ascension constante, financièrement et professionnellement, me donnant des outils que je n'avais jamais eus auparavant. Le coup de pouce final est venu lors d'un dîner de famille auquel j'ai accepté à contre-cœur d'assister. Kyle est arrivé en retard comme d'habitude, mais cette fois, il n'était pas aussi suffisant. La Rolex était toujours à son poignet, mais il la tripotait nerveusement, la mâchoire serrée. Au milieu du repas, son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil et pour la première fois depuis des années, j'ai vu autre chose que de l'arrogance sur son visage. La peur. Il a rapidement remis le téléphone dans sa poche, faisant comme si de rien n'était. C'est là que j'ai su avec certitude que leur château de cartes chancelait, et que j'étais dans la position idéale pour le voir tomber. Ou peut-être, si je choisissais soigneusement, pour lui donner une légère poussée. Sur le chemin du retour, je ne me sentais plus vide. Je ne me sentais plus comme la victime qu'il pensait que j'étais destiné à être. Je me sentais concentré, parce que j'avais enfin compris. Ils m'avaient écrit un rôle dans leur scénario, celui du responsable, du pourvoyeur, du personnage secondaire silencieux dans l'histoire de la vie dorée de Kyle. Mais ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que le responsable devient aussi le plus dangereux quand il arrête de jouer son rôle. Et j'avais arrêté. La vengeance n'est pas venue en une seule explosion dramatique. Elle est venue par morceaux, silencieuse et délibérée. De la manière dont on démantèle une tour, un bloc à la fois, jusqu'à ce que le poids la fasse s'effondrer. S'il y avait une chose que j'avais apprise de mes années en tant que responsable, c'était la patience. Ils étaient tellement habitués à ce que je réagisse émotionnellement, que je cède sous la culpabilité, ou que je disparaisse dans le silence. Mais cette fois, je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir flancher. Le premier mouvement a été simple. J'ai complètement coupé le pipeline d'argent. Pas de virement, pas d'aide, pas de couverture de facture avec un soupir réticent. Quand maman a appelé pour demander un peu d'aide pour les courses, je lui ai dit doucement, je ne peux pas en ce moment. Les temps sont durs. L'ironie a failli m'étouffer, mais elle ne l'a pas entendu. Elle est juste devenue sèche et cassante, sa déception épaisse dans sa voix. Je l'ai laissé mariner. Quand papa a fait allusion à des dépenses imprévues, j'ai dit, je suis sûr que vous trouverez une solution. Vous le faites toujours. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe, mais n'a pas insisté. Kyle, bien sûr, m'a envoyé un texto dégoulinant d'arrogance, n'oublie pas où se trouvent tes responsabilités. Je n'ai pas répondu. Le silence, réalisais-je, était une arme en soi. Mais je ne m'arrêtais pas au silence. J'avais toujours ce classeur, et j'ai commencé à l'utiliser comme un échiquier. J'ai déposé des plaintes officielles pour fraude sur les cartes de crédit qu'ils avaient ouvertes à mon nom. Cela a déclenché des enquêtes, des lettres, et finalement des conséquences qui ne sont pas tombées sur moi cette fois, mais sur eux. Je n'ai pas eu besoin de pointer du doigt. La trace écrite parlait d'elle-même. Un soir, maman a appelé en panique. Adrien, nous devons parler. Certaines personnes portent des accusations. J'ai simplement dit, gérez ça. Je ne peux pas être impliqué. Son hoquet à l'autre bout du fil était comme un verre qui se fissure. Ensuite, j'ai discrètement contacté Léa, mon amie dans l'immobilier.
Je lui ai donné les noms de mes parents, lui ai demandé de garder un œil sur les propriétés qui leur étaient liées. En quelques semaines, elle m'a envoyé un email. Leur hypothèque était au bord du gouffre. Paiement manqué, avis qui s'accumulaient. Ils s'étaient dépeints comme sûrs, stables, toujours en contrôle. Mais en réalité, ils ne tenaient qu'à un fil. Je ne me suis pas précipité pour les sauver. C'était l'ancien moi. Au lieu de cela, j'ai attendu, car lorsque l'avis de saisie finirait par arriver, je voulais être prêt. Léa m'avait expliqué comment fonctionnaient les ventes aux enchères, comment les propriétés pouvaient être raflées si on savait où chercher. L'idée que la maison de mes parents, la maison où ils m'avaient humilié, volé, où ils avaient ri pendant que Kyle exhibait sa Rolex, puisse atterrir entre mes mains, était presque trop poétique pour y croire. Pendant ce temps, j'ai resserré l'étau autour de la petite image parfaite de Kyle. Je ne l'ai pas dénoncé publiquement. Ça aurait été trop évident. Au lieu de cela, j'ai glissé des vérités subtiles dans les bonnes conversations. Quand un de ses amis, que je connaissais encore d'il y a des années, m'a demandé nonchalamment comment Kyle se permettait son style de vie, j'ai haussé les épaules et dit, pas sûr. La dernière fois que j'ai entendu, il se noyait dans les dettes. Je n'ai pas enjolivé. Je n'en avais pas besoin. La rumeur s'est répandue. Les réseaux sociaux sont une chose cruelle. Une fois que les chuchotements commencent, ils font boule de neige. En un mois, les publications de Kyle étaient inondées de commentaires qui n'étaient plus de félicitations. Tu n'as pas emprunté de l'argent à tes parents? N'est-ce pas la carte de ton frère? La suffisance de ces photos n'avait plus le même effet quand tout le monde suspectait la vérité. Le meilleur, c'est que je n'ai jamais eu à lever le petit doigt directement. Sa propre arrogance, combinée à la réalité de ses choix, a fait le travail pour moi. Le véritable tournant est survenu lorsque maman m'a invité sous le prétexte d'un dîner de famille. Contre mon gré, j'y suis allé. Je suis entré pour trouver une atmosphère lourde de tension. Papa avait l'air las, maman semblait désespérée, et Kyle paraissait furieux. Le repas fut silencieux jusqu'à ce que maman finisse par lâcher, « Adrien, tu dois nous aider. C'est allé trop loin. » J'ai posé ma fourchette. Calme comme jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Kyle a frappé la table de sa main. Ne joue pas à l'idiot. Les gens parlent. Les banques sont sur notre dos. C'est toi qui as commencé ça. J'ai incliné la tête, feignant la confusion. C'est moi qui ai commencé ça? Je n'ai pas ouvert de compte frauduleux. Je n'ai pas utilisé l'argent de quelqu'un d'autre pour acheter une Rolex. Je n'ai pas menti. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. On essayait juste de maintenir le tout. Tu ne comprends pas à quel point ça a été dur. Je me suis penché en avant, ma voix stable. Non, maman. Je comprends parfaitement. Vous vouliez que je croie que la famille signifiait sacrifice. Mais ce que vous vouliez vraiment dire, c'est que mon sacrifice maintenait vos mensonges à flot. C'est fini maintenant. Le silence qui a suivi était pesant. Pour la première fois, il ne souriait pas d'un air suffisant, ne me rejetez pas, ne me culpabilisez pas. Ils avaient l'air acculés. Je me suis excusé peu de temps après, les laissant mariner dans les ruines de leur contrôle. Cette nuit-là, j'ai ajouté une nouvelle section au classeur. Dîner. J'ai noté chaque mot, chaque fissure dans leur contenance, chaque signe d'effondrement. Parce que ce n'était pas fini. Pas encore. Le château de cartes tremblait. Et quand il tomberait enfin, je voulais être celui qui tenait le sol en dessous. Il n'a pas fallu longtemps après ce dîner pour que les retombées arrivent. Les fissures que j'avais vues s'élargissaient rapidement. Et cette fois, je ne me suis pas précipité pour les colmater. Je les ai laissés s'ouvrir, pièce par pièce, jusqu'à ce que toute la façade qu'ils avaient construite s'effondre sous son propre poids. Ça a commencé avec Kyle. Ses amis, ceux qui s'extasiaient devant chaque publication de Rolex et chaque légende sur le succès, ont arrêté de jouer le jeu. Les chuchotements que j'avais laissés s'échapper ont trouvé leur chemin jusqu'aux bonnes oreilles, et bientôt sa section de commentaires s'est transformée en tribunal. Les gens le critiquaient pour être sans emploi, pour vivre au crochet de ses parents, pour exhiber des choses qu'il n'avait pas gagnées. L'un de ses anciens copains de gym l'a même identifié dans une publication sur des dettes impayées. Kyle a essayé de se battre au début, postant des légendes plus agressives sur les « rageux ». Mais plus il se battait, plus il devenait évident que le masque était tombé. L'image du Golden Boy s'est brisée. Puis sont venus mes parents.
La banque n'était plus patiente. L'avis de saisie est arrivé comme une condamnation à mort. Léa m'a envoyé les détails, et quand la maison a été mise aux enchères, j'étais là. Je ne me suis pas annoncé. Je n'en avais pas besoin. Tranquillement, calmement, j'ai enchéri. Et quand le marteau est tombé, je possédais la maison même où il nous avait élevés. La même maison où ils m'avaient méprisé, volé, et couronné Kyle leur fierté et leur joie. Le jour où les papiers ont été finalisés, je suis passé devant une seule fois. Maman se tenait sur le porche, les bras croisés, le visage pâle. Papa était affalé sur les marches, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Kyle n'était pas là, se cachant probablement de l'humiliation, mais je n'avais pas besoin de le voir. J'ai baissé ma vitre juste assez et leur ai fait un signe de tête poli. Prenez soin de vous, ai-je dit, puis j'ai continué ma route. L'acte final a été silencieux mais dévastateur. Avec les affaires de fraude, les dettes et la saisie, ils étaient sur liste noire pour tout crédit. Les appels des agences de recouvrement ne cessaient pas. Leur filet de sécurité avait disparu, et ils n'avaient plus personne sur qui s'appuyer, personne d'autre qu'eux-mêmes. Et Kyle, sans ses parents pour le soutenir, sans moi pour injecter de l'argent dans sa vie, a été forcé de faire face à la réalité. Sa Rolex a fini chez un prêteur sur gage en quelques semaines. Pendant ce temps, ma propre vie ne faisait que grimper. Je me suis acheté un nouvel appartement. Pas la maison familiale, mais un endroit nouveau. Le mien, seul. Mon travail a prospéré. Ma santé a prospéré. Je me suis entouré de gens qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais leur donner. Des mois plus tard, maman a appelé une dernière fois. Sa voix était faible, brisée. Adrien, a-t-elle chuchoté. On a tout perdu. On ne sait pas quoi faire. Je suis resté silencieux un moment, sentant le poids d'années de manipulation, de trahison et de culpabilité. Puis j'ai répondu doucement. Tu as toujours dit que la famille partageait. Maintenant, vous partagez enfin ce que vous m'avez donné. Rien. Elle a pleuré. Moi non. Quand j'ai raccroché, j'ai posé le téléphone sur la table, j'ai ouvert le classeur une dernière fois, et j'y ai glissé la note finale. Point final. Puis je l'ai refermé pour de bon. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas le responsable qui portait leur fardeau. J'étais libre. Et alors que je me tenais près de la fenêtre de ma propre maison, regardant les lumières de la ville scintiller au loin, j'ai souri. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est ni bruyante ni désordonnée. Parfois, c'est simplement de s'en aller, pendant que les gens qui vous ont sous-estimé finissent par se noyer dans les conséquences qu'ils ont eux-mêmes créées. La dernière pensée que j'ai eue avant d'éteindre la lumière était simple. Ils avaient écrit mon rôle pour moi, mais c'est moi qui avais écrit la fin.